Ce matin, nous avons rendez-vous avec une trentaine de militants écologistes pour une opération secrète. Leur présence sur ce terrain départemental est interdite par les autorités. On dirait un chantier archéologique, mais en réalité, c'est pas du tout un chantier archéologique. Ce sont des gens qui ramassent les petits déchets, notamment de construction. Ces déchets, ce sont les leurs. Pendant 1 an et demi, une centaine d'entre eux a vécu ici. Leur but, s'opposer à la construction du barrage de Sivens. Le 6 mars 2015, l'État a envoyé 400 gendarmes pour les déloger. Un journaliste indépendant était présent. Voici ces images. Cassez-vous! Il lui tord le bras! Il lui tord le bras! Une évacuation musclée, sous l'œil du sous-préfet du Tarn. Allez, tranquillement, tranquille. Mais aussi d'un drone et d'un hélicoptère. Les militants expulsés, les forces de l'ordre ont mis le feu à leur cabane. Deux mois plus tard, ils reviennent pour nettoyer le site. C'est vraiment ce qu'on cherche, à pouvoir enlever du sol. Parce que si une vache avale ça en broutant l'herbe, elle peut mourir, parce que ça lui crève la panse. Et le problème, c'est que la façon dont les pouvoirs publics ont brûlé les affaires, ont enfoui les affaires, quand ils ont brûlé, par exemple, les planches, le bois a brûlé, mais les clous, eux, restent au sol. Pour les gendarmes, c'est une nouvelle provocation. Très vite, la prairie est cernée. Madame, juste écoutez-moi. On discute pas en avance. Attends, si je me mets devant allez, on avance. Forcez pas là, parce que c'est un outrage. Je vous l'explique. D'accord ? Alors, vous reculez. Les militants sont évacués par le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Des forces spéciales, équipées de bombes lacrymogènes, de grenades et de flashballs. Regarde, il était équipé comme s'il partait à la guerre, là. Il a besoin de ça, t'as besoin de ça pour nous ? À Sivens, les militants écolos sont sous haute surveillance. Même le chef du renseignement territorial du département s'est déplacé. Et à ses côtés, à nouveau, le sous-préfet. L'État veut à tout prix éviter que ses opposants au barrage ne se réinstallent. Est-ce que vous avez peur d'une réoccupation de la zone? Ce n'est pas une question de peur, il faut évidemment rester vigilant et c'est la mission de la gendarmerie que d'assurer cette vigilance. Depuis 3 ans, un peu partout en France, militants écologistes et forces de l'ordre s'affrontent violemment. Derrière cette guerre de terrain, se joue aussi une bataille judiciaire et un combat politique. J'ai fait, selon moi, un acte citoyen qui était d'aller descendre dans la rue pour dénoncer en fait un projet inutile. J'imaginais jamais qu'on puisse me tirer dessus. À l'heure où François Hollande se pose en premier défenseur de l'environnement, l'enjeu, celui qui nous rassemble, c'est de faire de la France la nation de l'excellence environnementale. Nous allons vous raconter comment, loin des médias et des salons parisiens, l'État Hollande fait la guerre aux militants écologistes. Juillet 2015, nous prenons la route pour Nantes. C'est ici que depuis 3 ans se joue un bras de fer entre François Hollande et les écologistes. La région possède un aéroport situé au sud de Nantes. Mais depuis les années 60, l'État envisage de le remplacer par un nouveau, plus au nord, à Notre-Dame-des-Landes. Objectif officiel, s'adapter à l'augmentation du trafic aérien. Le terrain choisi, 1650 hectares de bocage et de terres agricoles.
Dès le départ, certains paysans refusent de quitter leurs terres. Le projet est mis en veille. Au début des années 2000, le gouvernement Jospin y croit à nouveau. En 2008, le projet d'aéroport est déclaré d'utilité publique. En 2012, un mois avant son élection, François Hollande s'engage. Cet aéroport se fera. Mais la contestation va à nouveau faire barrage. Là, on arrive au rassemblement annuel des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ouais, bah j'ai plus mal au cou. Apparemment, il y a beaucoup de monde. Comme chaque année, des milliers de personnes sont venues en famille ou entre amis demander l'arrêt du projet d'aéroport. Parmi les opposants, des représentants politiques, comme Yannick Jadot, une figure du parti Europe Écologie Les Verts. Des territoires autour des choix citoyens. Et il faut que ce gouvernement soit en capacité de dire la rationalité environnementale, la rationalité sociale, la rationalité agricole, la rationalité des finances publiques, c'est d'arrêter ce projet et de laisser ces terres à l'agriculture et à la biodiversité. D'autres élus de gauche le rejoignent dans ce combat, comme Françoise Verscher. Sur son stand, c'est Atelier Carte Postale, l'unique destinataire, le président de la République. Ah oui. Qui n'a pas encore signé sa carte à François Hollande? Allez, venez. On lui demande de vraiment abroger la déclaration d'utilité publique de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes parce que c'est un mauvais projet. Bonjour. Et ben voilà. Alors... Patrick Varin est un ancien camarade de promotion de François Hollande à l'ENA. De la part d'un ex de la promotion Voltaire. C'est un plaisir du coup. C'est quelqu'un que j'ai suivi, que j'ai soutenu d'ailleurs pour l'élection de 2012. Et puis on se sépare sur ce sujet de Notre-Dame-des-Landes parce que depuis le départ, je considère que c'est un projet qui n'a pas sa justification aujourd'hui. Selon l'État, le nouvel aéroport sera plus grand que l'actuel et mieux adapté au trafic aérien des années à venir. Une affirmation que réfute Françoise Verscher. Elle nous présente les plans de Vinci, le groupe de BTP en charge de la construction du nouvel aéroport. Voilà. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire, eh bien, l'aéroport prévu à Notre-Dame-des-Landes est plus petit en superficie que cet actuel aéroport. On a comparé en fait les halls départ, arrivée, enregistrement dans l'actuel aéroport, ici, donc ça fait 4000 m², un peu plus de 4000 m². On a regardé ce que la Direction générale de l'aviation civile voulait au cas où on resterait ici, elle veut plus de 5000 m². Et en réalité, à Notre-Dame-des-Landes, il n'y aurait que 2670 m². En revanche, au niveau commerce et restauration, alors là, on doit reconnaître qu'à Notre-Dame-des-Landes, il y aurait effectivement plus de superficie consacrée au commerce. Autrement dit, on est en train de nous vendre un aéroport soi-disant beaucoup plus grand, beaucoup plus confortable pour les passagers. Et en réalité, on veut construire un aéroport tel qu'on les fait aujourd'hui, qui ne sont en fait qu'une vaste zone commerciale dans laquelle vous attendez. Pour Françoise Verscher, ce nouvel aéroport ne sert pas l'intérêt général, contrairement à ce que dit l'État. Elle estime aussi que sa construction entraînerait une immense perte environnementale. Elle nous emmène sur le lieu précis du futur chantier. La zone de Notre-Dame-des-Landes, quand on la regarde et qu'on ne connaît rien, on a l'impression que c'est un bout de campagne. Un bout de campagne comme un autre. Donc vous ne pouvez pas vous rendre compte que c'est une zone humide. Une zone humide, c'est une terre gorgée d'eau, particulièrement riche en biodiversité. Depuis 1992, l'État considère qu'un tel milieu doit être protégé. Sur cette carte, en vert, la zone humide. Le projet d'aéroport, tracé en rouge, est situé en plein milieu. C'est un lieu où naissent les sources qui vont donner des petits ruisseaux, qui eux-mêmes donneront des rivières, qui iront se jeter dans des fleuves. Si vous venez demain imperméabiliser d'est en ouest, en mettant 2 pistes, une aérogare et plein de parkings, vous n'avez aucune chance que les échanges des animaux, que les échanges de l'eau continuent à se faire et continuent surtout à avoir une eau de bonne qualité. Un constat que partagent des experts du ministère de l'écologie. Dans un rapport de février 2015,
le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité émet un avis défavorable à la destruction de cet ensemble très original par la réalisation de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un avis consultatif que l'État préfère ignorer. Ces dernières années, les défenseurs de la nature ont déposé 18 recours devant la justice. Tous ont été rejetés et font l'objet d'un appel. Ces appels étant non suspensifs, les travaux de déboisement peuvent commencer à tout instant. Alors, certains opposants ont choisi de mener une guérilla rurale. Depuis 7 ans, Notre-Dame-des-Landes est devenue une ZAD, pour zone à défendre. Les militants qui occupent le terrain sont surnommés les zadistes. Une zone que l'État a déjà tenté de détruire. 16 octobre 2012, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes et partisan du nouvel aéroport, envoie des pelleteuses à Notre-Dame-des-Landes. C'est le début de l'opération César. Dans le viseur des autorités, les fermes des paysans rebelles, mais aussi des cabanes construites illégalement. Attendez, il y a une salamandre. Vous reculez. C'est une espèce protégée, monsieur. C'est une espèce protégée. Oui. C'est quoi le symbole? Eh ben oui, mais attention. Oui, je comprends bien, monsieur, mais j'ai des ordres, moi. Alors, vous avez des ordres, mais attendez, la nature, elle prime avant tout. Hein. Des militants font barrage de leur corps. En vain. Peu à peu, la ZAD se transforme en champ de bataille. Face aux grenades des gendarmes, les zadistes lancent des branches, mais aussi des cocktails Molotov. En cette fin 2012, les affrontements vont s'enchaîner pendant plusieurs semaines. Au plus fort de la crise, plus de 1000 gendarmes seront déployés. Coût pour les contribuables, plusieurs millions d'euros. Mais au bout de 2 mois, l'État se replie. L'opération César est un échec. 3 ans plus tard, la ZAD est toujours occupée par 200 opposants à l'aéroport. Le lieu est difficile d'accès. Les journalistes considérés comme étant à la solde du pouvoir. Dès notre arrivée, un zadiste nous met en garde. Ils ne vont pas parler avec toi, ils vont voir la caméra, soit ils vont vous la casser, soit ils vont vous la voler. Mais nous ne subirons rien de tel. En amont, nous avons négocié plusieurs semaines avec 2 zadistes qui ont accepté de nous rencontrer. Antoine, ancien étudiant, et Jean, ex-ingénieur forestier, habitent ici depuis 3 ans, en toute illégalité. Ils ont construit leur cabane avec des matériaux de récupération. Donc, voilà, là par exemple, c'est là où j'habite. Et puis un petit intérieur fonctionnel avec tout ce qu'il faut pour réfléchir, dormir, manger. Après une prépa littéraire, Antoine a décidé de changer radicalement de vie. Je corresponds à quelqu'un qui a fait des études et qui aurait pu avoir une belle carrière ou une reconnaissance sociale, mais qui a choisi de se mettre en marge parce que dans ce système, je m'y suis jamais senti à l'aise. Anti-système, anticapitaliste, anarchiste, mais aussi naturaliste, végétarien ou féministe, les profils des zadistes sont variés. Leur point commun, la lutte contre l'aéroport, symbole d'une société consumériste. Pour bloquer le démarrage du chantier, les zadistes ont une stratégie. Multiplier les constructions. De plus en plus sophistiquées, comme la maison de Jean et ses amis. Donc ça c'est la cuisine. On a l'eau courante depuis pas si longtemps. On a vécu pendant pas mal de temps sans eau courante. Et c'est un sacré confort. Et le coin salon au coin du feu l'hiver, là c'est la salle à manger. Et puis en haut à l'étage, il y a une double mezzanine. C'est une très belle maison, hein. On a plutôt l'image de zadistes dans des tipis. Bah oui, mais dans des tipis, on ne tiendrait pas longtemps. Il y a besoin de
s'organiser dans la durée, de vivre, de se sentir bien. C'est vraiment important, quoi, d'avoir du coup une vraie maison comme n'importe qui, quoi. Et pour se nourrir, les zadistes cultivent leurs fruits et légumes. Leur potager est un autre moyen d'occuper le terrain. On est traversé par des questions d'écologie, par des questions des ressources, de la planète qui s'épuise, la destruction des habitats naturels, l'oppression qui est exercée sur le monde paysan, l'agriculture vivrière partout dans le monde, par les intérêts financiers, etc. Et une façon d'intégrer ça dans nos vies, c'est de refuser la consommation. L'occupation, une arme dissuasive qui ne suffit pas toujours. Pendant l'opération César, les zadistes ont eu recours à la violence, s'en prenant directement aux forces de l'ordre. Jean et Antoine assument. Pendant l'opération César, je ne crois pas qu'il faille que ce soit forcément pertinent de jeter des pierres ou des cocktails Molotov dans toute situation, mais dans certains cas bien réfléchis, oui, ça peut être tout à fait pertinent. Quand on n'a tout simplement plus le choix que de s'opposer physiquement à l'avancée, soit des forces de l'ordre, soit des machines. Est-ce que vous, par exemple, ça vous arrive de lancer des projectiles ou des cocktails Molotov contre les forces de l'ordre? Après, moi, du coup, je ne vais pas répondre à ça clairement face à une caméra. Jeter un cocktail Molotov et risquer de blesser une personne, c'est quelque chose qui est répréhensible, c'est illégal. Je pense qu'il faut bien mesurer que la violence de l'État et la violence par son bras armé, la police, mais aussi au quotidien, est nettement supérieure à celle de la résistance. Depuis 2012, une vingtaine d'autres ZAD ont émergé un peu partout en France. À Roibon contre un Center Parcs, à Agen contre un technopôle, à Échillais contre un incinérateur. Pour François Hollande, chacune de ces zones à défendre est un front de plus qui s'ouvre. L'État va tout faire pour déloger les zadistes, comme à Sivins, dans le Tarn, où les affrontements vont prendre un tour dramatique. Ici, depuis 2007, le conseil départemental veut construire un nouveau barrage. Un barrage aux besoins surévalués, selon l'avis même du ministère de l'écologie, et dont le coût s'élèverait à plus de 8 millions d'euros, entièrement financé par des fonds publics. Comme à Notre-Dame-des-Landes, le bétonnage entraînerait la disparition d'une zone humide et d'une centaine d'espèces protégées. Pour s'opposer à la construction de ce barrage, pendant 1 an et demi, une centaine de zadistes ont occupé le terrain. Mais en septembre 2014, le Premier ministre Manuel Valls annonce le début du chantier. Nous avons tenu bon à Sivins. Les travaux de ce barrage vont enfin commencer au terme de longues consultations. Et il s'agit là simplement d'appliquer le droit. Le déboisement commence. Pendant le mois qui suit, les gendarmes font quotidiennement reculer les zadistes. La tension monte. Le 7 octobre, ils veulent évacuer Elsa et une de ses amies. Elle se réfugie dans une caravane avec 3 autres militants. Ils pensent être en sécurité, aucun avis d'expulsion ne vise la parcelle. Mais un gendarme va tenter de les déloger, coûte que coûte. Elsa ne souhaite pas apparaître à l'écran. Elle a néanmoins accepté de nous raconter le moment où tout bascule. Il nous dit « je vous laisse partir », mais on voit qu'il manipule quelque chose, une grenade a priori. Attendez! Oh! Attendez! On essaye de discuter avec lui, de lui expliquer cet endroit-là, il peut pas nous faire sortir comme il le veut, quoi. Et là, il jette la grenade. C'est quoi ça? Oh! Ouais, ça va pas! C'est vraiment tombé très proche de moi. Et dans un espèce de réflexe, je m'en suis rapprochée pour la faire sortir de la caravane. Je l'ai pas touchée, heureusement, parce que sinon j'aurais plus de main du tout. Et je m'en suis rapprochée suffisamment pour que
l'impact soit assez fort, quoi. À l'hôpital, on m'annonce au bout d'un certain moment que en fait, c'est grave et que si on ne m'opère pas rapidement, je peux perdre ma main. Elsa a été touchée par les éclats d'une grenade de désencerclement. Pourtant, leur usage est strictement encadré. Les gendarmes n'ont le droit de s'en servir que lorsqu'ils sont encerclés. Et elle ne peut être jetée qu'au sol et non en l'air. Nous nous sommes procuré un rapport de l'Inspection générale de la Gendarmerie nationale sur les opérations de maintien de l'ordre à Sivens. Sur l'affaire d'Elsa, il conclut: le sous-officier a commis une faute d'appréciation qui doit être sanctionnée au plan professionnel. Ce gendarme qui a lancé sa grenade dans la caravane a-t-il été sanctionné? À Albi, au siège de la gendarmerie du Tarn, nous interrogeons un de ses supérieurs. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Il y a la procédure administrative et la procédure judiciaire, donc ça suit son cours. La direction générale attend les conclusions avant de prendre une décision. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le gendarme est toujours à son poste. De son côté, 1 an après les faits, Elsa n'a toujours pas été entendue par la justice. La répression des forces de l'ordre ne touche pas que des zadistes, mais parfois aussi de simples manifestants. 22 février 2014, en plein centre-ville de Nantes. C'est la fin d'une grande manifestation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Des casseurs affrontent les CRS. À quelques centaines de mètres, des manifestants en retrait. Quand soudain, une détonation retentit. À gauche de l'image, un opposant à l'aéroport s'écroule. Il s'appelle Quentin Torselli. Alors qu'il est évacué, les CRS continuent à tirer. Ses amis réussissent à le mettre à l'écart. Il est touché à l'œil. Aujourd'hui, Quentin Torselli porte un œil de verre. Pourquoi la police l'a-t-elle visé? À cette question, il n'a toujours pas de réponse. J'ai fait, selon moi, un acte citoyen qui était d'aller descendre dans la rue pour dénoncer en fait un projet inutile. J'imaginais jamais qu'on puisse me tirer dessus. C'était complètement inconcevable parce qu'il y avait pas, je leur ai pas donné matière à ce qu'ils me tirent dessus. Et à aucun moment, en fait, tout au long de la manifestation, j'ai été une menace ou agressif envers les forces de l'ordre. L'arme qui l'a défiguré, la voici. Un LBD, pour lanceur de balles de défense. Des balles en caoutchouc, comme celle-ci. Quentin Torselli n'est pas un cas isolé. Ce jour-là, 2 autres manifestants ont été blessés à l'œil. Pourtant, les forces de l'ordre ont interdiction de tirer dans la tête. Alors pourquoi l'ont-elles fait? Celui qui était en charge du maintien de l'ordre ce jour-là, c'est le préfet de Loire-Atlantique de l'époque, Christian Gaillard de La Vernée. Pour lui, l'usage des armes était justifié. Il est absolument clair que ces blessures sont le résultat direct d'attaques sévères et dangereuses sur des gendarmes. Quentin n'est ni un zadiste, ni un casseur. Doit-on aujourd'hui risquer de perdre un œil quand on va manifester contre un projet? Il n'y a aucun risque pour aucun manifestant, je vous l'assure, s'il se contente de manifester. C'est clair. C'est illégal de tirer dans la tête. Est-ce qu'on peut appeler ça des bavures quand on... Non, c'est pas des bavures. C'est de l'accident. Ce même jour, il y a eu 2 autres jeunes qui ont eu un œil blessé. Voilà, Emmanuel et voilà, Damien. J'ai aucune explication disponible, je suis désolé, parce que tout ça a fait l'objet immédiatement d'une procédure judiciaire d'enquête. Et comme j'ai quitté mon poste pourtant 3 mois après, j'ai jamais eu le résultat de l'enquête.
Les 3 manifestants qui ont perdu l'usage d'un œil ont saisi la justice. Mais en 2015, leurs plaintes ont été classées sans suite par la procureure de Nantes. Dans le cas de Quentin Torselli, elle lui a répondu « Les preuves ne sont pas suffisantes pour que l'affaire soit jugée par un tribunal. » Une justice qui serait partisane? À Toulouse, c'est ce qu'estime l'avocate Claire Dujardin. Elle représente notamment 24 opposants au barrage de Sivens qui ont porté plainte pour agression. Les plaintes que nous avons déposées, elles ont été la plupart classées sans suite. Les personnes n'ont pas été invitées à se présenter pour faire des expertises médicales, comme ça devrait être fait. On laisse traîner pour oublier, pour que ça puisse être mis de côté et qu'on parle d'autre chose. Cette avocate a aussi pour clients 14 autres militants qui sont, eux, accusés de violence. Et là, la justice a tranché beaucoup plus vite. Les 14 personnes opposants qui ont été poursuivis, ils ont été poursuivis très rapidement, soit en comparution immédiate, soit convoqués lors d'audiences qui ont quasiment toutes eu lieu. Il y a 2 poids 2 mesures à ce moment-là, bien entendu. Parmi ces opposants au barrage de Sivens jugés trop rapidement, Yannick Anglade. Accusé d'avoir fracturé la main d'un gendarme, il a été condamné en comparution immédiate à 4 mois de prison avec sursis. Lui se dit victime d'une injustice. Il a fait appel. Son avocate va nous montrer la pièce maîtresse de sa défense, une vidéo amateur tournée au moment de l'agression. Elle est au cœur du dossier puisque quand on la passe au ralenti, on voit réellement ce qui s'est passé. Ce 15 septembre 2014 à Sivens, les forces de l'ordre font reculer les militants écologistes qui tentent d'empêcher le déboisement. À droite de l'image, sous la casquette blanche, Yannick Anglade. Il va chercher à dégager un de ses camarades. Un gendarme lui assène alors un coup de pied. Yannick Anglade tombe. Pendant qu'il gît au sol, un gendarme va donner des coups de pied à l'autre militant, également à terre. Mais selon l'avocate, le coup de pied donné par le gendarme atteint involontairement un de ses collègues, qui était lui aussi au sol. Et là, on voit le gendarme qui va donner le coup de pied à la personne au sol et le gendarme qui a été blessé, qui se relève avec la main gauche fracturée. Donc c'est le gendarme qui a donné des coups à son collègue et qui l'a blessé. En appel, Yannick Anglade est finalement relaxé. La vidéo, ce militant n'avait pas pu la présenter lors de son premier procès en comparution immédiate, 48 heures après les faits. La justice fonctionne-t-elle à 2 vitesses? Expéditif pour les militants écolos, laxiste pour les forces de l'ordre. Nous insistons auprès du service de presse de la garde des Sceaux pour obtenir une interview. Quand les forces de l'ordre portent plainte contre des militants écologistes, ces derniers sont la plupart du temps jugés en comparution immédiate et condamnés. Et quand à l'inverse, ce sont des militants écologistes qui portent plainte pour agression, leurs plaintes sont la plupart du temps classées sans suite. Donc il y a un sentiment de justice à 2 vitesses. On reçoit beaucoup de demandes. Vous êtes vraiment pas la seule à nous faire une demande d'interview de la garde des Sceaux. On a eu des demandes qui ont duré 2 ans. C'est pas qu'on veut pas répondre, c'est aussi qu'on a un agenda très chargé et qu'on est obligé de faire un tri dans les demandes. Un État particulièrement muet, notamment depuis la nuit du 25 au 26 octobre 2014. Cette nuit-là à Sivens, un jeune écologiste va perdre la vie. Il s'appelait Rémi Fraisse. Il avait 21 ans. Tout commence par un rassemblement festif et familial contre le barrage. 2000 personnes présentes, parmi lesquelles José Bové et Rémi Fraisse. Bénévole dans une association de protection de la nature, il recensait les renoncules à feuilles d'ophioglosse, une variété de boutons d'or très rare qui pousse uniquement sur les zones humides, comme Sivens. 6 mois après le décès de Rémi Fraisse,
Son père, conseiller municipal d'Hiver Gauche, s'exprime pour la première fois. Il était sensibilisé à cette destruction systématique là, de la nature, de cette belle forêt. Bon, voilà, donc c'est la première fois, je pense, qu'il allait à une manifestation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, écologiste ou autre. Voilà. Mais pour la première fois, c'était la bonne, on ne l'a pas ratée. Le samedi du drame, en fin d'après-midi, des affrontements éclatent sur la ZAD, à un peu plus d'1 kilomètre du rassemblement. Devant une zone appelée Basse Vie, un parking vide prévu pour stationner les engins de chantier. D'un côté, environ 150 opposants, auxquels se mêlent des militants anarchistes et radicaux, équipés pour en découdre avec les forces de l'ordre. De l'autre, près de 70 gendarmes et CRS. Leur mission, défendre la Basse Vie, afin de permettre aux machines du chantier de revenir le lundi. Aucun zadiste ne doit pénétrer sur ce parking, protégé par une douve et un grillage. La situation dégénère. Face aux pierres, feux d'artifice et cocktails Molotov lancés par certains zadistes, les forces de l'ordre ripostent à coups de gaz lacrymogène, de flashballs et de grenades. Cette guerre de tranchées se prolonge jusque dans la nuit. Les deux camps sont déterminés à ne rien lâcher. Vers 1h du matin, Rémi Fraisse arrive sur cette zone pour voir ce qu'il se passe. Avec nous, 2 témoins du drame reviennent sur les lieux. Ça, c'est l'endroit où Rémi Fraisse est tombé. Il est tombé, et il est réellement tombé à peu près comme ça, parce que lui, les gendarmes étaient par là. Donc lui, il arrivait de là à se faire les feux. Et en se faisant attaquer, voilà, il est tombé là. Rémi Fraisse vient d'être touché par une grenade offensive à effet de souffle. C'est la plus chargée en TNT des grenades dont dispose la gendarmerie. Pourquoi les forces de l'ordre ont-elles tiré une grenade offensive sur le jeune homme? Nous avons demandé à rencontrer le gendarme en cause. Il n'a pas souhaité nous répondre. Mais son avocat parle pour lui. Nous allons lancer une grenade. Vous avez ce soir-là une soixantaine de gendarmes qui sont assaillis par 120, 130, 150 assaillants qui lancent des projectiles, qui lancent des cocktails Molotov, qui tirent à tir tendu avec des mortiers, avec des projectiles à l'intérieur des mortiers. Ça n'est qu'en réaction à l'agressivité démontrée, mise en œuvre par les zadistes, que progressivement le ton va se durcir, que des avertissements vont être faits et que les gendarmes vont devoir répliquer. Pourtant, le groupe de 5 zadistes dans lequel se trouvait Rémi Fraisse ne lançait pas, lui, de cocktails Molotov, mais des mottes de terre et des pierres. Une version confirmée par les gendarmes présents. C'est là les cailloux qu'on trouvait, il faisait noir. Ce qu'on ramasse au sol, quand on arrive au toucher, on attrape ça. Et voilà l'état de violence qu'ils ont reçu. Entre des cailloux, des pierres et eux, des armes de guerre, je vois pas, l'état de force, il est inégal. C'est injustifié, c'est injustifiable. Et selon un autre zadiste, avant de mourir, Rémi Fraisse ne s'en prenait pas aux gendarmes. J'ai une image très exacte de le voir passer à 50 cm de moi, les bras levés. Il n'était pas là en mode attaque, il s'approchait les bras levés, comme certains ont essayé de le faire pour leur dire arrêtez, arrêtez, c'est bon. Il n'était pas armé du tout, il n'était pas armé. Au moment de sa mort, la zone où se trouvait Rémi Fraisse était plongée dans le noir. Pour son père, le gendarme n'aurait jamais dû tirer. Quand vous avez une grenade de guerre dans les mains, soit vous y voyez, il y a des feux, etc., et vous la lancez à côté, surtout quand vous êtes à 10 mètres, soit vous n'y voyez pas, les feux sont éteints à ce moment-là, et là vous la lancez pas parce que vous savez que si vous touchez la personne, vous allez le tuer. Donc pour moi, c'est une attaque inconsidérée et meurtrière, dont mon fils a fait les frais, mais qui aurait pu atteindre n'importe quel des 3 ou 4 autres manifestants.
Selon le rapport de l'inspection générale de la gendarmerie nationale sur le maintien de l'ordre à Sivens, le gendarme n'a commis aucune faute professionnelle. Mais alors, pourquoi a-t-il tiré une grenade malgré le manque de visibilité ? L'ordre qui est donné aux escadrons, c'est de défendre le site, donc de défendre la zone de vie, ça veut dire d'en interdire l'approche, d'en interdire la violation. Cet ordre est ferme, les gendarmes doivent à tout prix interdire aux zadistes de rentrer dans cette zone de vie. Pourquoi une défense ferme d'un site vide au risque d'avoir des blessés de chaque côté, des zadistes, du côté des gendarmes, au risque d'affrontements ultra-violents? Bien sûr, à un moment ou à un autre dans le débat, devra se poser la question de savoir pourquoi l'État a tenu absolument, à ce soir-là, à tenir bon sa position et à imposer les lois de la République dans cet endroit, dans ce carré vide. Est-ce que c'est une question de principe? Est-ce que c'est une question d'orgueil? Est-ce que c'est une question de valeur de la République que l'on doit à tout prix défendre et qui ne doivent pas céder face à une adversité volontairement agressive? Ça, c'est une question d'ordre politique. 2 semaines après le drame, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, est interpellé à l'Assemblée nationale par les écologistes. Faut-il croire le préfet du Tarn, qui déclare qu'il n'avait, je cite, donné aucune consigne de sévérité aux forces de l'ordre, ou le commandant du groupement de gendarmerie qui indique sur procès verbal avoir reçu du préfet la consigne de faire preuve, je cite de nouveau, d'une extrême fermeté. Nous devons à la mémoire de Rémi Fraisse, nous devons à tous les Français la vérité sur les circonstances du drame et l'assurance, comme le président de la République l'a indiqué. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a eu des consignes données de ma part pour qu'il y ait de la fermeté dans un contexte où il y avait de la tension? J'ai donné des instructions contraires et je le redis devant la représentation nationale. Pourquoi ? Parce que j'avais conscience depuis des semaines du climat d'extrême tension qui existait à Sivens et j'étais désireux de faire en sorte que celui-ci ne conduisit pas à un drame. Le lendemain, le ministre de l'Intérieur interdit l'utilisation de la grenade offensive. Nous avons souhaité le questionner sur la présence des gendarmes la nuit du drame. En vain, malgré nos multiples relances auprès de son conseiller en communication. Pourquoi les gendarmes avaient-ils pour ordre la défense ferme de la zone, un site vide? Il n'y avait rien à protéger. Non mais franchement, je dis que tout ça a été vu et rebattu 50 fois l'année dernière, il y a 1 an. Pourquoi ne pas être revenu le lundi matin pour expulser les zadistes? Et je n'ai pas, pardonnez-moi, trouvé cette réponse. Eh bien, moi je vous dis que vous n'aurez pas d'interview du ministre de l'Intérieur sur ce reportage, voilà. 1 an après le décès de Rémi Fraisse, l'instruction judiciaire est toujours en cours. La demande de reconstitution par sa famille a été rejetée. Les juges ne l'estiment pas nécessaire. À l'automne 2014, la mort du jeune manifestant, le premier tué par les forces de l'ordre depuis 1986, déclenche un séisme politique. Les députés écologistes réclament une enquête parlementaire. Nous avons un devoir vis-à-vis de la mémoire de Rémi Fraisse, de la douleur de sa famille et de tous ceux qui aujourd'hui réclament que les forces de l'ordre dans ce pays respectent les règles républicaines, respectent les libertés publiques, respectent le droit à la liberté d'expression et respectent le droit à manifester. C'est le sens de la commission d'enquête que nous vous proposons. Une commission d'enquête sur le maintien de l'ordre républicain est alors mise en place. Noël Mamère est nommé président. Mais les socialistes vont remporter la bataille. Car le poste clé, ce n'est pas le sien, mais celui de rapporteur, occupé par Pascal Popelin, un député PS proche de Manuel Valls. C'est lui qui rédige le rapport. Nous sommes le 21 mai 2015, c'est le jour du vote des propositions. Et fait rare, le président va voter contre le rapport de sa propre commission. Je vous propose que nous passions au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport de notre collègue Pascal Popelin est adopté. Ce rapport propose 23 mesures pour renforcer la préparation des manifestations et améliorer l'organisation des forces de l'ordre.
au lieu d'aboutir à des conclusions qui viseraient à préserver le droit de manifester, les propositions qui sont formulées par notre rapporteur consistent plutôt à les réduire ou à les museler. On est en train de restreindre ce droit petit à petit, de manière subreptice. Et c'est ça qu'on ne peut pas accepter. Et c'est ça que je n'ai pas accepté. Selon lui, cette mesure restreigne le droit de manifester. Comme celle qui prévoit de donner le pouvoir au préfet d'interdire de manifestations. Les individus connus pour faits de violence à l'occasion de manifestations. Mais que signifie une formule aussi vague? Nous demandons des précisions au rapporteur de la commission. Le terme connu pour être violent, est-ce qu'on se base sur une condamnation de justice? Sur quoi on se base? Non, mais connu pour être violent, enfin ça, je sais pas qui l'est. Enfin, moi, dans le rapport, je n'ai pas écrit ça. Moi, je dis que enfin oui, peut-être, faut qu'il y ait des motifs sérieux. C'est-à-dire qu'il faut que soit que la personne ait été condamnée. Moi, d'ailleurs, j'étais plutôt favorable à cette rédaction, mais c'est vrai qu'on l'a édulcoré un peu. Aujourd'hui, l'État et les militants écologistes se livrent une guerre médiatique. Dès 2012, alors ministre de l'Intérieur, Manuel Valls lance les hostilités. Pour décrire le conflit à Notre-Dame-des-Landes, il utilise des mots qui inquiètent. Nous ne laisserons pas un kyste s'organiser. Il y a là une mouvance anarcho-autonomiste. L'État sera très déterminé. Et nous ne nous laisserons pas impressionner par des groupes qui n'ont rien à voir avec l'idée qu'on puisse se faire de la liberté de manifester, d'émettre une opinion. 2 ans plus tard, à propos de la ZAD de Sivins, son successeur Bernard Cazeneuve va aller plus loin. Ce sont des acteurs qui prennent la question de l'écologie en otage et cherchent l'incident et la violence extrême. Kyste, anarcho-autonome, violence extrême. Pour ce politologue, le gouvernement n'emploie pas ces mots au hasard. Et cherchent l'incident et la violence extrême. Les violences extrêmes, c'est quand même bien défini en sciences sociales. On parle de violences extrêmes pour parler des violences de type génocidaire, violences de masse, des atrocités en période de guerre ou en situation de guerre. Vous voyez bien évidemment que l'ambition de délégitimation, de stigmatisation, elle est absolue, elle est très forte. L'ambition, elle est là. Le but, selon lui, stigmatiser les écologistes radicaux pour les couper de l'opinion. Pour cela, les responsables politiques locaux vont prendre le relais et aller jusqu'à les assimiler à des terroristes. Pour Christian Gaillard de Lavernée, l'ancien préfet de Loire-Atlantique, les opposants institutionnels à Notre-Dame-des-Landes seraient la vitrine légale d'un mouvement armé. Jacques Auxiette, le président socialiste de la région, estime lui que lutter contre les zadistes. Ce n'est pas plus compliqué qu'au Mali. Le Mali, où l'armée française est en guerre contre les djihadistes. Accuser l'autre de terroriste, c'est d'emblée délégitimer sa cause. Et après tout, on se fiche de savoir quelle va être son argumentation, quelle va être sa cause, quelle va être l'idée qu'il défend, etc. S'il est terroriste, il est de fait dans le camp des ennemis, dans le camp de l'illégitimité absolue, et à ce titre-là, on ne négocie plus avec lui. Ces ennemis de l'intérieur, l'État les surveille de près. Depuis 2014, à travers toute la France, 2200 agents des renseignements territoriaux, les anciens RG, espionnent les mouvements revendicatifs et protestataires. Ces policiers n'ont pas le droit de parler aux journalistes. Équipés d'une caméra cachée, nous rencontrons l'un d'entre eux. Son travail, ficher les opposants aux grands projets de l'État. Pour cela, il recrute des informateurs parmi les zadistes. On les indemnise tous, plus ou moins. Ne serait-ce qu'on les remercier. Une petite carotte, un petit peu d'argent, ça aide. La plupart, c'est des trains de savate, sans une thune. Donc voilà, un petit billet, ça arrondit les angles. Les gens ont des faiblesses, et quand vous l'avez trouvé, cette faiblesse, c'est bon, quoi. Comment vous avez trouvé la faiblesse de quelqu'un?
En les côtoyant, en les observant, en observant leurs réactions sur différentes actions, ou alors simplement quand ils sont interpellés. Ils ont la gueule par terre à se faire savater par les collègues. Donc moi j'arrive, tel le bon Dieu, c'est quelqu'un que je connais, soyez cool. Hop, on emmène au commissariat, tout ça va, une cigarette, je le flatte, quoi, pas à nos égards, qu'est-ce qui t'arrive, on va saluer des heures, on va les voir souvent. Et puis voilà, et puis au final, il y en a certains qui à la fin de la vie, ça a certainement raison. L'objectif, alimenter un immense fichier secret de tous les militants qui s'opposent au grand projet. Le FPASP, pour Fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique. Il regroupe les zadistes, les militants radicaux, mais aussi les opposants traditionnels. Dedans, vous mettez aussi bien les non-violents que les violents. Oui, après, c'est pas un fichier en vrac, voilà, c'est segmenté. Mais à partir du moment où un mec est fiché, il y a sa fiche qui est attachée. Et puis si vraiment il est dangereux, on le met dans un autre fichier qui s'appelle le fichier de la sûreté de l'État, c'est la fiche S. La fiche S, c'est celle qui est attribuée aux terroristes islamistes potentiels. La fiche S, j'avais entendu pour les terroristes. Les écolos aussi? Ah bah oui, ceux qui veulent déstabiliser le cas. Enfin, c'est plus l'écolo là, c'est l'anarchiste. Quelles menaces les militants écologistes représentent-ils pour l'État? Nous avons contacté le service de presse de Manuel Valls, sans réponse. Ça fait plus de 4 mois qu'on a demandé une interview au Premier ministre. On va profiter d'un déplacement pour lui poser notre question. Ce jour-là, Manuel Valls est l'invité d'honneur du Congrès de l'Ordre des médecins. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, une question. Comment expliquez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre? Merci. Nous attendons la fin de son discours pour essayer de comprendre le fichage d'opposants écolos non violents. Pourquoi des militants écologistes sont aujourd'hui fichés par l'État alors qu'ils sont pacifistes? Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, juste une réponse, ça fait 4 mois qu'on essaie d'avoir une... Nous n'en saurons pas plus. En juillet 2015, le gouvernement Valls fait voter une loi sur le renseignement qui renforce cette confusion des genres entre militants écologistes et terroristes. En dehors de toute procédure judiciaire, les services de renseignement peuvent désormais lire les mails, les SMS, écouter les conversations téléphoniques, poser des micros dans les appartements, des balises GPS sous les voitures. Les cibles, les terroristes potentiels. Mais les antinucléaires peuvent aussi être visés au nom d'un concept assez vague. La défense des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France. Les zadistes, eux, peuvent être passés au crible sur la base d'une notion tout aussi imprécise. La prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Les militants écologistes sont donc désormais directement visés par le gouvernement. Depuis 3 ans, leur combat sur le terrain était relayé au plus haut niveau par les parlementaires verts. Par exemple, en 2012, dans cette manifestation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, on retrouvait François de Rugy, alors président du groupe Vert à l'Assemblée nationale. Ça fait 15 ans que j'y suis. Un projet qui va favoriser le transport aérien, c'est forcément un projet qui pose de gros problèmes écologiques, a fortiori quand il y a déjà un aéroport à Nantes. À ses côtés, le président du groupe Vert au Sénat, Jean-Vincent Placé, dénonçait lui la répression policière de l'opération César. J'étais scandalisé de voir ces images dans le pays qu'est la France, de voir des manifestations pacifiques, des citoyens pacifiques qui sont expulsés de cette manière à coups de gaz lacrymogène et avec des hélicoptères. Nous ne voulons plus voir cela. 3 ans plus tard, la donne a changé. En février 2015, François Hollande tend la main aux écologistes. Il leur fait miroiter des postes au gouvernement. Nos amis écologistes, qui sont des spécialistes de l'écologie, mais pas que de l'écologie, n'ont pas le monopole de l'écologie. Si les écologistes veulent venir participer à cette politique, ils sont les bienvenus.
Un appel qui va être entendu par certains. En mai 2015, à l'Assemblée nationale, c'est le jour du vote de la loi sur le renseignement qui menace de surveillance les militants écologistes. Surprise, sur 18 députés verts, 5 vont voter pour. Parmi eux, François de Rugy. Lui qui défilait aux côtés des opposants de terrain, a cette fois décidé de soutenir le gouvernement. Le fait que des militants radicaux, qu'ils soient écologistes, anarchistes, syndicalistes, d'extrême gauche, d'extrême droite, puissent être visés par du renseignement, oui, s'ils commettent ou s'ils prévoient de commettre des actes violents ou des projets d'attentats. Ça peut arriver. Il y a des gens qui commettent des attentats au nom de tout et n'importe quoi. Quelques semaines plus tard, son parti explose. François de Rugy et Jean-Vincent Placé claquent la porte des Verts, dénonçant une dérive gauchiste. En octobre 2015, il crée un nouveau parti écolo, centriste. L'UDE, l'Union des démocrates et des écologistes. Signe de leur ralliement au camp Hollande, ils invitent Jean-Christophe Cambadélis, le chef du Parti socialiste, visiblement ravi. Bravo pour avoir décidé, dès le point de départ, de vous situer dans ce que j'appellerais la gauche du réel. La gauche du réel veut peser sur les événements pour les transformer. La gauche de contestation ne fait que les contester. Bravo, enfin, pour avoir placé d'emblée votre action dans le soutien au président de la République, François Hollande. Désormais, la famille écolo est déchirée en deux camps. Les pro-gouvernements avec l'UDE et les anti-gouvernements, emmenés par la députée Europe Écologie Les Verts, Cécile Duflot. Des Verts affaiblis, leur nombre de députés est divisé par deux. Les finances du parti aussi. Divisées pour mieux régner, joli coup. En vue de l'élection présidentielle de 2017, François Hollande a coupé l'herbe sous le pied des élus écologistes. Mais sur le terrain, les militants, eux, n'ont pas l'intention de désarmer. Ils se préparent déjà aux nouvelles batailles contre les grands projets de l'État.